Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit update parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et il y a 3 livres en particulier dont j'aimerais vous parler. Vous verrez comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, c'est 3 genres différents. J'ai des choses très différentes à en dire aussi. Il y a 2 coups de cœur, je vous spoil un petit peu. Il y a 2 coups de cœur et il y a un what the fuck. Ça aurait pu être cool mais en fait, bof. J'espère que ça va vous intéresser. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui commence à remonter. J'abuse un peu, mais ça doit bien faire 2 mois que je l'ai posté, comme quoi je suis vraiment pas à la page. Mais du coup, vous savez déjà que j'ai lu American Elsewhere en lecture commune avec Noct, Justine Schell et Cornelius. Je vous l'avais pitché vite fait dans ma vidéo, c'était le dernier book haul que j'ai fait, mais c'était tellement bien, il faut absolument que je vous en reparle plus en détail maintenant. American Elsewhere, c'est l'histoire de Mona, une ex-flic légèrement torturée et complètement paumée dans sa vie qui, à la mort de son père, hérite d'une maison dont elle n'avait jamais entendu parler de sa vie avant son petit rendez-vous chez le notaire. Cette maison, c'est la mère de Mona, qui l'avait elle-même léguée à son mari quand elle s'est suicidée alors que Mona était encore enfant. Ça va, vous suivez ? Il ne reste plus que quelques jours à notre protagoniste pour aller visiter cette maison qui se trouve au Nouveau-Mexique alors qu'elle-même habite au Texas. Comme ça, elle va décider si elle en veut ou pas. Ce qui la pousse aussi à aller y faire un tour alors qu'en soi, elle pourrait dire non direct parce qu'elle n'a pas vraiment sa vie au Nouveau-Mexique. C'est que il se trouve que sa mère a vécu dans cette maison pendant des années avant de rencontrer le père de Mona et donc de tomber enceinte de Mona. Et ça l'intrigue énormément parce que sa mère s'est suicidée quand elle était gamine. Elle l'a très peu connue, elle s'est suicidée dans des circonstances hyper bizarres et tragiques. Et du coup, elle aimerait bien en apprendre un petit peu plus sur sa mère. Le hic, c'est que Wink, la ville dans laquelle se trouve cette maison, n'apparaît sur aucune carte. C'est ballot ça quand même. Heureusement pour nous, Mona est une femme débrouillarde, pour ne pas dire une badass bitch, qui va quand même se débrouiller pour trouver le patelin en question. Heureusement pour nous, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Bref, Mona se démerde pour aller à Wink et là, étrange. La ville semble figée dans un autre temps, les habitants, bien que très gentils, sont tous aussi extrêmement chelous. Et par-dessus le marché, l'ombre d'un laboratoire désaffecté des années 60 aux pratiques légèrement obscur sur les bords plane sur la ville. Je m'arrête ici pour le résumé parce que même si c'est le tout début, je vous ai quand même déjà bien planté le décor et je pense qu'il faut vraiment y aller quasiment à l'aveuglette. L'aventure American Elsewhere, ça se savoure, ça se déguste et moins t'en sais, mieux tu te portes. Alors pour moi, ce roman a été un vrai coup de cœur. Ce qui est génial, c'est que plus je vieillis, plus je lis et mieux je me connais. Et là, avec American Elsewhere, j'ai vraiment réussi à mettre le doigt sur un cocktail qui marche à tous les coups pour moi, ou presque. J'adore l'étrange, j'adore quand le cadre, le lieu fait partie intégrante de l'intrigue, la fait avancer, un peu comme un personnage à part entière au cœur du roman. Et j'ai vraiment besoin que l'auteur ou l'autrice crée une atmosphère hyper bien définie et riche, qui transpire par tous les pores du bouquin et dans laquelle moi je peux me vautrer littéralement. Ça donne faim, hein. Et là, Robert Jackson Bennett m'a donné tout ça. Du coup, les petites longueurs, parce qu'il y en a, c'est vrai, qui ont dérangé Justine par exemple, il me semble que Noct aussi est un petit peu perplexe, et ben moi j'ai adoré. Moi j'aime que l'auteur prenne son temps, quand ça vaut le coup bien sûr, j'aime qu'on me laisse le temps de m'immerger et vraiment de m'imprégner de l'histoire. Et puis d'appréhender tous les enjeux et d'essayer de faire des petites conjectures aussi dans mon coin. American Elsewhere, c'est un véritable roman choral avec plein de personnages, même si on suit principalement Mona. On sent vraiment que l'auteur a bossé comme un malade pour faire tenir cette brique de quasi 800 pages, qui recèle quand même de nombreuses storylines qui s'emboîtent toutes au bout d'un moment pour former un final... Franchement, moi j'étais sans voix devant la maîtrise du plot, de l'alternance, des points de vue, de la narration, des personnages. C'était trop bien. Malgré quelques longueurs et un rythme qui s'essouffle légèrement, c'est vrai, hein, vers le milieu du roman, bon ça reprend quand même après, et ben moi je me suis pas fait chier une seule seconde. Et ça,
c'est du génie. J'ai trouvé qu'on était vraiment à la croisée d'un Stephen King pour l'abondance des points de vue et un peu ouais, cette lenteur dans le récit, et d'un Lovecraft pour cette dimension horrifique, cosmique, et ça c'est un cocktail que j'adore. D'ailleurs je crois que c'était écrit sur la couverture quelque part. Ah non, ils disent un merveilleux cadeau pour les lecteurs de Stephen King et Neil Gaiman. Moi Neil Gaiman, j'en ai pas lu énormément de lui. Je crois que j'ai lu que Neverwhere d'ailleurs. Cette atmosphère étouffante, horrifique par moments, sur fond de petites villes désuètes perdues au fin fond du Nouveau-Mexique. Ces habitants qui ont l'air de tous cacher des secrets. Mona qui n'arrive pas à en savoir plus sur sa mère alors qu'elle a quand même vécu à Wink et que certaines personnes sont assez vieilles pour se souvenir d'elle. Ce laboratoire sous-scellé dont on ne sait pas grand chose et les visions que Mona se met à avoir au bout d'un moment. On sent que ça ne présage rien de bon et ben on n'est pas teubé, hein. On avait raison. Je suis hyper curieuse de lire d'autres romans de Robert Jackson Bennett parce que si tout est au niveau d'American Elsewhere, bah moi je veux tout lire. J'ai vraiment rien à reprocher à ce bouquin parce que j'ai tout aimé. Le style m'a plu, les dialogues étaient sympas, je trouve que les personnages étaient hyper intéressants et chacun avec leur motivation propre. L'intrigue était vraiment incroyable et comme je peux pas trop en dévoiler, vous allez devoir juger par vous-même. Sorry. Pour moi il faut y aller quasi à l'aveuglette. Vous avez peut-être l'impression que je vous ai dit beaucoup de choses mais vous inquiétez pas, ce roman fait 800 pages, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Là je vous ai planté le décor pour vous teaser un peu. Tout ça, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et d'ailleurs, bizarrement, je pense à la fois que ce roman ne sera pas fait pour tout le monde et en même temps qu'il peut plaire à un éventail de lecteurs hyper large. Donc je vous recommande grandement, chaudement et immensément American Elsewhere. Si vous êtes branché thriller, horreur, fantastique, SF, mystère, ambiance chelou, personnage qui comprend rien du tout à ce qui est en train de lui arriver, auteur qui prend un peu son temps et qui nous laisse un petit peu mariner avant de quand même nous donner quelques clés. Désert du Nouveau-Mexique, grands espaces, ville peuplée de gens très chelous que tu ne voudrais vraiment pas avoir pour voisin, secret de famille, laboratoire qui fait des expériences très douteuses, héroïne badass qui défonce des gueules, et j'en passe. Alors, qui a envie de le lire? Levez le doigt. Du coup, comme j'étais un petit peu dans une vibe mystère, un peu thriller, un peu étrange, petite ville perdue et tout, j'avais acheté, vous vous en souvenez peut-être si vous avez vu mon book haul, Killer Game de Stephanie Perkins. Quel flop. Quelle déception. Alors que pareil, ce roman, sur le papier, il avait tout pour me plaire. Ici, on est à Osborne, une petite ville très tranquille de l'état du Nebraska. Mais alors vraiment très tranquille, hein, genre même un McDo, y a pas. On y suit le quotidien plutôt pépouze d'une élève de lycée prénommée Makani entre son crush, ses potes et sa grand-mère avec qui elle vit. On apprend très vite qu'elle n'est pas vraiment en contact avec ses parents, qui n'en ont rien à foutre de sa gueule, et aussi qu'elle a quitté son Hawaï natal après avoir commis une atrocité, voilà, dont on ne sait rien. Ce qui lui a donc valu de s'exiler dans ce bled paumé sous une identité différente quand même. Donc là tu te dis, ah ouais, ça doit être chaud. Et ce qui lui vaut de se détester encore un an après les faits. Mystère, mystère, dites donc. C'est là qu'un autre mystère, pour le moins horrible, vient se greffer au roman. Des élèves du lycée commencent à se faire assassiner plutôt violemment, hein, un par un. Et du coup, ce qui nous est dit sur la 4e de couverture, c'est que Makani, aidée de ses amis, va mener l'enquête pour découvrir qui est le tueur. Alors bon, on va être honnête d'entrée de jeu, hein, comme d'hab, il n'y a pas d'enquête dans ce roman. J'ai pas trop compris la stratégie de l'autrice parce que j'ai trouvé, hein, de mon avis de lectrice, que tout ce qui fait un bon thriller était désespérément absent de ce livre. Je vous explique. Des gens se font buter. Donc, soit il y a une enquête, et au fur et à mesure, on découvre des suspects potentiels. Et là, le lecteur se fait son avis entre les petites magouilles de l'autrice pour soit nous mener sur la piste, soit nous perdre complètement, ce qui en général est plutôt la stratégie adoptée. Ou alors, on a déjà des suspects potentiels, on a déjà notre petite idée, et quand les meurtres ont lieu, eh ben, on peut se faire une idée, et puis ensuite, soit on va être conforté dans nos soupçons, soit pareil, on va encore nous mener sur une piste différente. Pour moi, c'est un petit peu la base, quoi, enfin, c'est fondamental, je ne sais pas quoi dire de plus. Mais ici, il n'y a vraiment rien de tout ça, on suit juste une petite meuf qui a rien à voir avec les meurtres, cache un secret mais genre
tellement atroce que tu te demandes si elle-même c'est pas une meurtrière. Et en plus, le seul moment où il y a un mystère qui est créé, genre c'est stupide. Genre l'autrice à un moment donné, via les personnages, nous fait croire que le suspect potentiel ce serait le crush de Makani parce que il est un peu goth sur les bords, donc bizarre, un peu timide, renfermé, il parle pas trop. Chelou, c'est bien connu, hein. Tous les gens timides sont des psychopathes. Et aussi et surtout parce que genre il a couché avec elle pendant les vacances d'été et là c'est la rentrée et il lui parle plus. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est lui, ouais. Bref, au final, ce pauvre suspect il est très vite écarté puisque la révélation a lieu à la moitié du roman. Voilà, sans préambule, comme ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Le tueur c'est d'ailleurs un gars qu'on a mentionné une fois dans le roman, genre je savais pas qui c'était. Son mobile reste obscur hein, jusqu'à la toute fin. Voilà, j'ai pas compris. Je pense que ça se voit à ma gueule, j'ai ma tête de meuf. Donc niveau suspense, on est dans les starting blocks. Hein. Et du coup, la seconde moitié du roman, je suis désolée, je suis en train de vous spoiler, j'espère que vous vouliez pas le lire. Ouais, c'est pas cool ça. Enfin bref, et donc la seconde moitié du roman, c'est juste la recherche du mec qui du coup s'est enfui, il est en cavale, et tout le monde qui est en mode « Oh mais pourquoi il a fait ça ?» Bah bonne question, moi aussi j'aurais bien aimé savoir. Et voilà, un peu la peur qu'il revienne et qu'il finisse ce qu'il a commencé, on sait pas trop ce qu'il a commencé d'ailleurs, on sait pas pourquoi il fait ça. On ne sait pas. En vrai, je pense que l'autrice avait envie d'écrire pour les jeunes et de parler de sujets qui lui tiennent à cœur. Mais du coup, je trouve que l'aspect thriller était pas trop nécessaire en fait. Soyons honnêtes, il y a des points positifs dans ce roman. Hein. Par exemple, l'autrice a essayé de mettre un petit peu de diversité dans ses personnages. Notre personnage principal, Makani, elle est moitié afro-américaine, moitié hawaïenne, je crois. Donc elle ressemble pas trop au mec et aux meufs de sa petite bourgade du Nebraska. Son meilleur pote c'est un mec trans, son crush c'est pas le BG du lycée non plus mais c'est un mec un peu marginal. Ça change un peu tu vois, c'est pas non plus... Disons que les clichés étaient un petit peu détournés. Le personnage de la grand-mère, il était sympathique, le côté petite ville paumée, j'ai lu ça juste après American Elsewhere et j'avais envie de rester dans cette ambiance. Même si c'est pas du tout pareil, mais juste voilà, petit patelin où il se passe que dalle, un peu perdu dans le fin fond des États-Unis, j'aime bien. Juste, j'ai pas compris les meurtres. Pour moi, c'est. Enfin, j'ai lu ça, je me suis dit, bah juste, fallait écrire un contemporain quoi. La révélation sur le secret de Makani, ça aborde un sujet grave et important. Mais encore une fois, il y avait eu tellement de build-up, tu vois, que le climax, tu te disais, la meuf a tué quelqu'un, c'est obligé, même si elle a pas fait exprès, même si, voilà, genre elle a buté quelqu'un, c'est la seule solution pour qu'elle se fasse tous ces monologues chiants dans sa tête, en mode, oh mon dieu. Je sais même plus ce qu'elle se disait, mais c'était chiant. Et en fait pas du tout, ça tombe complètement à plat malgré l'importance et la gravité du sujet, mais je sais pas, j'ai trouvé ça pas très bien foutu. Du coup, bah j'étais déçue, je me suis un peu ennuyée, j'ai lu la fin en diagonale, et du coup c'est plutôt un livre que je recommanderais à des jeunes lecteurs. Offrez pas ça à votre neveu ou à votre nièce qui a 8 ans et demi non plus. Il y a quand même des gens qui se font péter le crâne quoi. Mais ouais, plutôt un public qui n'a jamais trop lu de thriller, peut-être des jeunes ados qui sont un peu dans leur phase je déteste mes parents et je meurs d'amour pour mon crush. Je ne sais pas. Des gens qui pourraient potentiellement se retrouver dans le personnage de Makani et de ses potes quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous comptiez le faire et que du coup je vous ai tout raconté... Je suis désolée. Cela dit, si vous avez envie d'un petit thriller où il n'y a pas besoin de deviner qui est le meurtrier et que vous aimez bien aussi l'aspect petite ville paumée, adolescent, bah pourquoi pas. En tout cas pour ma part, je suis passée complètement à côté. Ce n'est pas grave, écoutez, je le donnerai à quelqu'un qui l'appréciera plus que moi. Maintenant, petit gros coup de cœur graphique avec ce manga que j'ai acheté sur un coup de tête en librairie il y a pas très longtemps. J'ai vu cette couverture, je me suis dit waouh. J'ai lu la première ligne du résumé et j'ai acheté. Ici on est sur de la fiction historique puisque la mangaka reprend une théorie selon laquelle Kenshin Uesugi,
Je sais pas comment on prononce les noms japonais, je suis désolée. Un puissant seigneur de guerre du XVIe siècle était en réalité une femme. Franchement, est-ce qu'il en faut plus pour vous convaincre de lire ce manga? Je me disais aussi, ouais. On va donc suivre l'histoire de Tora, donc future Kenshin Uesugi, qui est la fille d'un grand guerrier et d'un chef de clan qui passe sa vie à faire la guerre au clan d'à côté. Tout ça pour asservir et conquérir toujours plus de provinces. Cette petite fille, elle est élevée comme un garçon puisque son frère aîné n'est vraiment pas fait pour la guerre. Il est un petit peu maladif, un peu chétif, et puis lui c'est un poète dans l'âme et... voilà, il refuse de faire la guerre. Et son père était persuadé qu'il allait avoir un petit cum parce que sa femme avait eu un rêve en mode je sais plus qui lui est apparu et lui a dit tu portes en toi le plus grand guerrier que le Japon ait connu. Enfin, je crois que j'extrapole un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, quand Tora est né, le mec s'est dit... Bon, d'abord il s'est dit putain de bordel de merde. Et après il s'est dit eh bah fuck, on va quand même l'élever comme un garçon et elle ira faire la guerre et ce sera elle l'héritière du clan. Moi je trouve ça plutôt cool, si elle est d'accord bien sûr. Et oui, Tora va être carrément d'accord parce que tu sens que c'est une petite fille qui mâche pas ses mots. Hein. Ouais, elle a envie de prendre la relève de son père. Déjà à 8 piges, la meuf réfléchit à des stratégies de guerre. Tu sens que ça présage quelque chose de plutôt... glorieux. En vrai j'ai pas grand chose à dire sur ce premier volume parce que c'est un premier volume, si ce n'est que c'était trop bien. Je me rends compte que je suis pas la plus grosse lectrice de manga donc j'en lis pas énormément, mais la plupart que je lis c'est des mangas contemporains. Et là lire un manga qui se passe pendant l'ère Sengoku, c'est passionnant. J'ai hâte de voir Tora grandir, de voir comment elle est devenue cette grande guerrière qui est encore connue aujourd'hui. Le fait que ce soit pas totalement de la fiction mais basé sur des faits historiques, ça rend l'histoire encore plus intéressante. Et de ce que nous explique la mangaka, cette théorie elle a l'air de pas mal tenir debout. Enfin moi j'ai envie d'y croire. Donc j'imagine que la série de manga va suivre Tora de sa naissance, là comme dans le tome 1, jusqu'à l'apogée ou peut-être l'apogée de sa carrière de guerrière ou peut-être même sa mort, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Là dans ce premier temps on a suivi Tora jusqu'à à peu près ses 10-11 ans. J'adore ce personnage, c'est une petite fille au caractère bien trempé, qui ne mâche pas ses mots et tu sens que quand elle va commencer à casser des gueules, ça va faire mal. Les dessins sont magnifiques, la mangaka fait quelques petits apartés un petit peu rigolos pour nous expliquer les parties un petit peu plus historiques qui pourraient être un peu plus compliquées à comprendre. Bref, c'est une petite pépite que je vous recommande vivement si le sujet vous intéresse ou même si vous avez juste envie de le prendre comme une fiction, et je ne peux que vous encourager à le lire. D'ailleurs je viens de m'acheter le tome 2, je me dis que j'aurais peut-être pu le lire avant de faire cette vidéo. Mais bon, c'est comme ça, la nullité. Franchement, non mais les couvertures, même les tranches, enfin, ok, superficielles, mais j'adore les couleurs. Voilà, trop hâte de découvrir la suite. J'espère qu'on reste sur cette lancée de génialité. Ce mot n'existe pas. Mais ouais, j'ai grave hâte de lire la suite. Ça fait 15 fois que je le dis, il est donc temps que cette vidéo se termine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire. J'ai un petit doute pour Killer Game du coup. Bon allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, lisez bien, profitez du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, aujourd'hui il fait extrêmement chaud, j'ai pas l'impression que c'est l'automne, mais bon, que voulez-vous? On va arrêter de se plaindre. Bye.